Bonjour à tous et bienvenue à Brest aux ateliers des Capucins à l'occasion des High Days, 7e édition déjà consacrée cette année à l'agentique. Alors comment protéger une invention en utilisant l'intelligence artificielle en France? Peut-on obtenir des droits d'auteur sur un logo généré par l'IA? Ou encore quels sont les risques de contrefaçon pour les startups utilisant l'IA? Autant de questions que nous allons évoquer durant un quart d'heure avec nos deux invités. Pour en parler sur notre plateau, Christelle Billien. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes chargée d'affaires à propriété industrielle à l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété justement intellectuelle. Et à vos côtés, Victor Jourdain. Bonjour Victor. Bonjour. Vous êtes doctorant et responsable en droit au sein de Polaria. Christelle Billien, avant justement de rentrer dans le fond, un mot sur l'INPI. C'est quoi l'INPI ? Alors l'INPI est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc c'est un établissement public. Donc la mission principale, c'est l'examen et la délivrance des titres de propriété industrielle, les brevets, les marques, dessins et modèles. Et on a également depuis 2023 une mission. Nous sommes l'opérateur en fait du guichet unique des formalités d'entreprise. Donc ça c'est la mission, enfin les missions principales de l'INPI où on est 800 collaborateurs. Alors on va évidemment revenir sur tous les fondamentaux aussi de l'INPI au travers de cette émission. Alors, avec l'IA, créer des logos, du code, l'IA aide aussi à diagnostiquer des maladies, créer notamment des musiques, des films, mais derrière tout ça, qui détient les droits et pourquoi le conflit entre IA et propriété intellectuelle est-il devenu un enjeu majeur, Christelle ? Alors effectivement, là, dans ma mission, moi, en fait, en Bretagne, j'accompagne les porteurs de projets et les entreprises dans la protection de leurs innovations. Donc, il y a de plus en plus, effectivement, d'innovations qui sont liées au numérique et à l'IA, et de plus en plus de porteurs de projets ou qui vont utiliser de l'IA, en fait, pour créer, en fait, soit des logos, soit en fait des solutions techniques, etc. Et donc là, c'est vraiment la problématique. Si vous posez la question à une IA de vous trouver une solution à un problème technique, il se peut qu'elle aille chercher dans des brevets déposés aux États-Unis. Et donc là, dans ce cas-là, certes, vous avez une solution, mais vous êtes potentiellement contrefacteur en fait de ce brevet en fait déposé par exemple aux États-Unis. Donc le premier sujet c'est ça, c'est vraiment en fait de vérifier que ce qui est généré en fait par l'IA n'est pas une contrefaçon et si vous êtes bien libre d'exploiter ce qui a été en fait généré. Donc c'est un point important. Alors Victor Jourdain, justement, la même question qu'à Christelle Billien. Qui détient les droits et pourquoi justement le conflit entre l'IA et la propriété intellectuelle est-il devenu un enjeu majeur ? Alors moi je vais un peu aller plutôt sur le droit d'auteur, parallèlement à l'expertise de Christelle. On a sur le droit d'auteur en fait deux enjeux. On a l'enjeu en amont que Christelle a commencé à expliquer, c'est-à-dire pour entraîner des IA, on se base sur des quantités astronomiques de données qui sont souvent collectées par le scrapping. Et c'est la question est de savoir, dans ces données, il y a des données il y a des contenus protégés, protégés notamment par le droit d'auteur. Et la question est de savoir, comment on protège ces données de cette utilisation qui en fait n'est pas autorisée par l'auteur. Et ensuite, il y a les enjeux plutôt en aval, c'est-à-dire la protection des contenus générés. Est-ce que un logo, une musique générée entièrement par intelligence artificielle peut-elle bénéficier du droit d'auteur? Là, on a une réponse beaucoup plus claire de la doctrine française et même maintenant du Parlement européen qui a dit qu'un contenu entièrement généré par intelligence artificielle n'est pas une œuvre et donc pas protégé et tombe de ce fait dans le domaine public. Et on reviendra justement sur le fait qu'il, quoi qu'il en soit, derrière une personne morale aussi pour déposer ces brevets. La question de la protection des brevets est aussi indispensable. À quel moment faut-il aujourd'hui déposer ces premiers brevets dans le processus de création, Christelle Billien ? Alors, quand vous avez une invention, donc effectivement, vous allez faire des prototypes, etc. Donc, dans ce cas-là, en fait, on recommande en fait de faire ce qu'on appelle des dépôts probatoires, des dépôts de preuves, en déposant par exemple une enveloppe solo, en allant auprès de l'APP pour protéger son programme. Et quand ensuite, si votre logiciel, par exemple, a une fonctionnalité technique, on arrive à un dépôt de brevet. Mais donc, c'est en fait une étape, en fait. Voilà, il faut attendre, en général, c'est 1 an, il faut avancer sur la technique. Et puis au-delà de ça, effectivement, il y a quand même des coûts quand on dépose un brevet, vous l'évoquiez. Et donc, c'est ça, c'est aussi après des fois d'avoir suffisamment de moyens, effectivement, pour arriver à déposer son brevet, par exemple. Pourquoi il faut déposer un brevet absolument, Victor, aujourd'hui ?
Déjà, juste pour protéger en fait Mm. son invention, alors moi, je suis plutôt spécialiste du droit d'auteur, mais une invention qui n'est pas déposée n'est pas protégée. Alors, on peut aussi passer par un peu la méthode ancestrale qui n'est pas juridique, mais qui est le secret. Hein, le fait on dit, la légende dit que la recette de Coca-Cola est cachée dans un coffre dans le désert. Donc voilà, c'est une autre moyen de protéger, mais la méthode la plus sûre et juridique, ça reste quand même le brevet et le monopole d'exploitation qu'il confère. Alors, on va peut-être aller rentrer sur des cas concrets aussi, hein. Le cas du logo, par exemple, hein. Qu'est-ce qui fait qu'un logo n'est souvent pas protégé par des droits d'auteur? Christelle, Victor, Christelle? Alors, quand on crée un logo, c'est une personne qui crée elle-même son logo, effectivement, qui est l'auteur de la création. Elle a un droit d'auteur et elle peut déposer une marque. Maintenant, si c'est l'IA, effectivement, qui va créer en fait cette œuvre-là, c'est la question qu'évoquait tout à l'heure Victor. Est-ce qu'on a ou pas des droits d'auteur et donc là, a priori, je veux dire, le logo peut très bien être dans le domaine public et être non protégeable en fait par un dépôt de marque. Victor, bien rédiger un prompt, ça ne suffit pas pour justifier des droits d'auteur? Ouais, alors ça, on a plutôt la réponse outre-Atlantique. Hein, c'est la jurisprudence américaine dont on s'inspire un petit peu, qui nous a donné la réponse. C'est pourquoi l'auteur d'un prompt n'équivaut pas à l'auteur du contenu généré, parce qu'en fait, il y a une variable aléatoire beaucoup trop forte dans la génération. Je peux faire 600 prompts pour décrire toute une image, avoir l'image exacte, mais potentiellement, il y aura un type avec un t-shirt rouge au fond de l'image, et cette partie de l'image, je ne l'ai pas décidé. Donc, c'est cette variable aléatoire qui ne permet pas d'avoir une adéquation entre l'auteur du prompt et l'auteur du contenu généré. Victor, que nous dit justement à ce sujet l'IA Act, hein, qui constitue le premier règlement au monde sur l'intelligence artificielle? Alors, l'IA Act, de façon générale, c'est protéger, c'est de la conformité, c'est-à-dire qu'on intervient avant qu'il y ait un préjudice et on met des règles pour éviter que les systèmes d'IA posent des risques pour la santé, la sécurité et les droits des personnes. Vis-à-vis spécifiquement du droit d'auteur, on a un article qui vise les grands modèles d'IA générative, les modèles d'IA à usage général, c'est le jargon utilisé. Et globalement, c'est de la régulation indirecte. On oblige ces grandes sociétés, notamment Mistral, OpenAI, tout ça, à intégrer en interne une politique de protection du droit d'auteur avec plusieurs dispositions, notamment interdire de pratiquer du scrapping sur des sites qui Du scrapping? Le scrapping, c'est la méthode de collecte de données automatisée, de balayer le web et de collecter en fait toutes les données de façon automatique. Et interdire, par exemple, à ces acteurs d'aller collecter des données sur des sites qui postent illégalement des œuvres protégées. Respecter ce qu'on appelle les protections techniques. Alors là, c'est un peu à côté du droit, mais les auteurs même ou les inventeurs peuvent aussi mettre un filtre, par exemple, sur leurs œuvres ou sur l'image qu'ils ont créée, sur le dessin ou la musique, une marque invisible qui va, si elle est détectée, écarter le scrapping. Voilà, c'est deux dispositions, par exemple, à intégrer dans la politique selon l'AI Act. L'autre risque aujourd'hui réside dans la contrefaçon, Christelle Billien, hein. L'IA peut bien sûr générer une solution, hein, qui existe déjà dans l'utilisateur contrefacteur. Oui, là par exemple, c'était l'exemple par exemple du brevet que je vous ai donné, ou alors pareil, si à un moment vous générez un logo et que c'est vrai que le prompt c'est dessine-moi un petit oiseau bleu, etc., et que vous êtes dans le même domaine que ex-Twitter par exemple, là effectivement il va vous générer en fait une image, mais vous serez en fait contrefacteur aussi bien de quelque chose qui existe. Donc c'est ça qui est important, c'est de bien en fait identifier le risque, c'est-à-dire que quand on demande à l'IA de créer quelque chose, il faut bien vérifier si on n'est pas en fait contrefacteur d'un droit antérieur, et voilà, ça c'est un point important, que ce soit dans le domaine technique ou de la génération d'images. Il faut aussi le rappeler, hein, que l'enjeu économique est crucial derrière ces dépôts de brevets, notamment, Victor, hein, pour assurer de potentiels investisseurs. Ça nous permet de créer une barrière, c'est ça, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des brevets qui soient déposés, on rassure les investisseurs, Christelle, Victor?
Oui, en fait, c'est le brevet, c'est un droit d'interdire. Et donc, du coup, ça vous donne un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que si, en fait, la personne, vous développez une solution technique, vous ne déposez pas de brevet, ça veut dire que cette invention est dans le domaine public et tout le monde a le droit de la reproduire. Donc, ça veut dire que un concurrent, en fait, peut produire la même chose. Alors que le brevet, justement, c'est cette barrière à l'entrée qui vous donne un peu ce sorte de monopole. On n'aime pas trop ce terme, en fait, à l'INPI, mais c'est un droit d'interdire, en fait. Donc, ça vous donne effectivement un avantage concurrentiel. Et donc, parce qu'un brevet, ça coûte quand même, en France, il faut compter à peu près 8 000 euros avec les honoraires. Donc, c'est un investissement. Donc, pour avoir ce retour sur investissement, effectivement, il va falloir produire et avoir cet avantage-là. Victor, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bah c'est ça. Juste pour compléter, on rembourse à la fois le dépôt du brevet, mais aussi tous les coûts de la recherche en développement pour développer l'invention qui, selon les domaines, peuvent être très très élevés. Donc c'est accepter de révéler le brevet, c'est accepter de révéler le secret de fabrication pour en échange avoir, alors du coup j'ai pas d'autres mots que monopole, mais avoir cette protection en tout cas pendant une durée définie où je serai le seul à pouvoir l'exploiter pour qu'ensuite à l'expiration de cette durée l'invention soit réplicable par d'autres entités. Allez, il nous reste une petite minute avant de se quitter. Un dernier conseil, ne pas rester seul. Vers qui peut-on se tourner, Victor et Christelle, aujourd'hui pour se faire aider? Christelle Billien. Alors, donc l'INPI, en fait, nous, on travaille beaucoup avec les technopoles, notamment la technopole de Brest, qui effectivement rencontre beaucoup de porteurs de projets, de dirigeants. Et dès lors qu'ils ont des problématiques de propriété intellectuelle, du coup, ils les flèchent vers nous. Et donc, on va effectivement, pour ma part, en tout cas, faire des recommandations et accompagner le porteur de projet ou le dirigeant pour protéger au mieux son innovation. Donc, du coup, on lui propose un plan d'action, je lui fais des recommandations. Et après, on a des aides financières pour lui permettre de travailler avec les conseils en propriété industrielle qui vont, par exemple, rédiger le brevet, ou les avocats qui vont rédiger en fait par exemple des contrats. Donc c'est vraiment, enfin voilà, d'aller voir les acteurs publics, Technopole et pas hésiter quoi. Voilà, Victor, un conseil? Vers qui se tourner? Moi je pense qu'il y a quand même une sorte de flou juridique qui a été souligné notamment par le Parlement européen assez récemment. On a des lois qui sont en préparation en France. En France, notamment sur la présomption d'utilisation de contenus générés de contenus protégés par les grands modèles. On a aussi une loi européenne qui est en construction. Voilà, c'est pas vraiment vers qui se tourner, mais c'est se dire on attend quand même encore beaucoup de choses à... On attend du législateur des clarifications parce que il y a encore des zones grises. Et il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir là-dessus. On attend le législateur, comme vous le disiez. Victor, merci Christelle Billien, merci Victor Jourdain de nous avoir éclairé sur ces sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue bien sûr de parler de numérique sur vos chaînes locales à l'occasion des High Days. Kenavo.